Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu moins de technique puisqu'on va parler de composition. On y va. Première chose, quand on parle de composition en photographie, on peut directement oublier les termes qui parlent de règles ou de lois de composition. Il n'y a qu'une série de techniques et de principes que l'on peut employer qui vont servir à mettre notre photo et notre sujet en valeur. Et donc pour ça, je vais utiliser une série de photos que j'ai réalisées ces dernières années et vous expliquer pourquoi et comment j'ai pris ces photos, quels sont les principes que j'ai essayé d'appliquer et de mettre en œuvre pour servir le message que je veux passer à travers la photo, pour mettre mon sujet en valeur, etc. On passe maintenant aux photos. Alors comme premier exemple, une photo que j'ai prise au soleil couchant sur Bruxelles. Et ici, en fait, je voulais simplement parler déjà de principes élémentaires, le principe dont tout le monde parle en général, qui est le principe de la ligne des tiers et des points de force. Donc pour vous montrer ça, je vais simplement commencer par appliquer un calque dessus. Le concept de ligne de force et de point de force, c'est simplement de prendre votre photo et de la diviser en tiers, c'est-à-dire avec une ligne verticale, une deuxième ligne verticale, une ligne horizontale, une deuxième ligne horizontale, tout espacé de manière égale, ce qui fait que votre photo est divisée en cases, chaque fois un tiers en largeur, un tiers en hauteur. L'intersection de ces lignes de force, c'est ce qu'on appelle des points de force. Globalement, ce qui fonctionne généralement bien en photographie, c'est d'employer ces lignes et ces points pour équilibrer votre photo. Attention, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation, mais il y a des photos dans lesquelles ça va fonctionner. Par exemple, ici, c'est une des techniques que j'ai employées. Par exemple, mon sujet est placé sur une ligne de force et principalement sur un point de force. L'intérêt d'employer ça, c'est que généralement, les points de force sont les endroits où on va poser naturellement notre regard, mais ce n'est pas suffisant pour autant. À côté de ça, j'ai également employé un autre principe qui consiste à employer les contrastes de lumière et les lignes directrices pour amener le regard dans la photo. Donc par exemple ici, si je vous montre, vous voyez que j'ai une zone plus claire dans le bas de la photo qui a tendance à amener notre regard. Nous regardons naturellement une photo des zones les plus sombres vers les plus claires. Notre regard va rester fixé sur les zones les plus claires. Et donc j'ai une transition dans la luminosité qui va vers le point le plus clair avec le soleil qui est en contre-jour et qui est juste derrière le photographe. À côté de ça, j'ai également une ligne ici qui vient directement diriger le regard vers le photographe. Donc c'est simplement le muret qui était ici qui ramène vers le photographe. Ce sont des lignes directrices dans ce cas-là, je reviendrai là-dessus après. Autre élément que j'ai également employé dans la photo ici, c'est simplement de regarder comment mon sujet était positionné. Donc ici j'ai un photographe qui est occupé à préparer sa prise de vue et clairement il regarde au loin, il est en train de regarder la scène qu'il y a au-delà du muret. Donc ça veut dire que j'ai tout intérêt à laisser de la place devant son regard pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de regarder. Donc en fait ici ce que j'ai fait, c'est simplement positionner mon sujet à gauche en laissant de l'espace à droite pour garder de la place au niveau du regard. Si j'avais cadré autrement, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais donné une impression de malaise. Par exemple ici, si j'avais cadré de cette manière-là, j'aurais simplement provoqué un problème. C'est-à-dire que mon photographe ici est en train de photographier un élément et on arrive directement sur le bord de la photo. Et ici, si je lisais la photo, ce serait j'arrive dans la zone la plus claire, j'arrive au niveau du photographe et là je comprends qu'il est en train de faire quelque chose et quand j'essaye de savoir ce qu'il est en train de faire, je suis bloqué par le cadre de la photo et auquel cas ça ne marche pas. Et dans le cas présent, je trouve même qu'en ayant un cadrage qui fonctionne de cette manière-là, c'est la grue qui serait devenue le sujet de la photo et non pas le photographe. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai employé donc ces différents principes, c'est le fait de positionner mon photographe à gauche sur une ligne de force, donc je ramène le canevas ici, je l'ai mis sur une ligne de force pour équilibrer la photo en laissant donc un tiers à gauche et deux tiers à droite. J'ai essayé de cadrer plus ou moins de la manière pour le photographe, donc il se positionne exactement sur un point de force ou plus ou moins, parce que c'est un centre d'intérêt au niveau de la photo, mais également à côté de ça, j'ai fait attention de laisser de l'espace au-dessus, j'ai regardé également les lignes directrices qui amenaient au photographe. Donc voilà un cas dans lequel le principe de la ligne des tiers et des points de force peut éventuellement servir pour la photo. Alors deuxième exemple, une photo que j'ai prise en macrophotographie d'une mouche posée sur une feuille. Ici pour la composition, ce que j'aimais particulièrement bien, c'est cette feuille qui venait faire une espèce de découpe et qui détachait finalement bien la mouche du fond. Parce que le fond était très bleuté, la mouche également, et donc en fait s'il n'y avait pas cette feuille, les deux se mélangeraient. Par le fait qu'il y ait cette feuille qui vient la découper ici, on a une espèce de cadre qui est créé. Donc si maintenant je vous montre un petit peu comment j'ai composé tout ça, la première chose c'est de se dire que je vais utiliser la feuille comme cadrage. Donc ça au niveau de ma position, je me suis mis de telle sorte que au niveau de l'angle de vue, j'allais pouvoir avoir la mouche qui allait être englobée dans la feuille sans qu'elle la masque pour autant. Donc vous voyez que ça me permet ici de créer une espèce de cadre dans la photo qui me permet de centrer le regard sur la mouche et de détacher du fond. Et ensuite pour la position, j'ai de nouveau utilisé le principe des lignes de tiers et des points de force pour essayer d'un petit peu équilibrer la photo, avec la mouche qui vient se positionner plus ou moins sur un point de force, il faut pas être pile poil dessus, hein, et si on est à quelques centimètres, il n'y a pas de souci pour ça,
mais ça veut dire que j'essaye d'équilibrer la photo avec la mouche qui se trouve à un endroit et la feuille qui vient se positionner dans le reste de la photo. Donc j'ai de nouveau une même proportion qui est respectée, avec grosso modo la mouche dans un premier tiers et le décor qui est dans les deux autres tiers. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi cette ligne ici qui vient donc suivre le regard. On a tendance à regarder le contour de la feuille et on tombe sur la mouche étant bien exposée et se détachant du fond, on reste un petit peu plus dessus et donc ça amène le regard sur la mouche. Donc pour récapituler, le principe de la ligne des tiers et des points de force vous permet de positionner un sujet dans une photo de manière à essayer de l'équilibrer. Mais c'est rarement suffisant, en général on va toujours utiliser d'autres éléments dans la photo de manière à pouvoir faire un résultat assez cohérent dans l'ensemble. Un autre principe qui est fort utilisé en photographie, c'est de créer un cadre dans le cadre. Donc l'idée du cadre dans le cadre, c'est d'employer un objet qui va donc à ce moment-là fermer le regard sur la photo et nous permettre de nous concentrer sur un élément. Donc ici c'est une photo que j'ai prise à Mons au travers d'une sculpture en bois qui s'appelle The Passenger et qui donne un point de vue, donc moyennant une ouverture qu'il y a dans la structure, qui donne un point de vue sur le clocher de l'église qui se trouve juste à côté. Donc ici j'ai employé la structure en bois comme décor qui vient donc habiller autour de l'église et donc me montrer un point de vue particulier en concentrant le regard dessus. On peut un petit peu s'attarder sur les détails qu'il y a autour, mais on finit quand même par toujours se concentrer au centre de la photo. Donc ce cadrage que j'ai fait ici me permet d'amener le regard du spectateur directement sur le clocher. Et on a donc comme ça, à ce moment-là, cette espèce d'ouverture qui forme un cadre dans le cadre. C'est un principe qui fonctionne particulièrement bien. Autre exemple de cadre dans le cadre, c'est cette photo de l'entrée du bâtiment dans lequel je travaille. Ici, on peut voir qu'on a des formes au niveau de la photo qui forment des espèces d'arches. Et donc, en fait, quand je regarde ici la photo, j'ai déjà cette cadre ici qui a tendance à former une bordure et d'encadrer l'entrée de la porte. En plus de ça, on retrouve la même forme au niveau de la partie derrière et donc en plus de ça, on introduit un phénomène de répétition. Le principe ici que j'ai essayé d'employer, c'est d'avoir la zone plus sombre, là où je me situais, donc dans l'escalier de l'entrée, qui donne à ce moment-là sur la première ouverture, qui elle me donne sur la porte d'entrée. Bon, ici, j'ai eu un petit problème de contre-jour parce que dans le bâtiment où je travaille, cette partie-ci est extrêmement sombre. J'ai eu une pause dans la série qui a été de plus de 3 minutes pour avoir un petit peu de détails ici dans la partie du marbre. Mais à part ce problème d'ici de la zone qui est un petit peu cramée, je pense que le reste de la photo est plutôt réussi. Et donc vous voyez ici, j'ai donc utilisé ce cadre-là qui permet de mettre en valeur le cadre de l'entrée. Et donc en fait, cette succession de cadres qui vont vers le centre de la photo permet d'amener le spectateur directement dedans aussi. Mais ce n'est pas tout, j'ai également employé dans la photo un principe qui est de différencier les zones, c'est-à-dire que la zone première ici, qui est autour du premier cadre, est légèrement plus sombre, et c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas la voir, on a tendance juste à l'utiliser comme contexte et à aller plus loin dans la photo et donc concentrer le regard sur la partie centrale. Ensuite, dernier principe que j'ai utilisé dans cette photo-là, c'est la symétrie. Ici, j'ai vraiment toutes les formes qui s'y prêtent bien. L'arche est symétrique, la porte est symétrique. Même les panneaux qui sont ici, j'aurais peut-être pu les enlever, mais j'ai décidé de les garder pour un point de vue symétrie. J'aurais peut-être dû les repositionner pour qu'ils soient vraiment égaux des deux côtés. Donc ici, j'ai utilisé une série de principes de composition différents pour composer ma photo. Le premier, c'est de travailler avec un cadre dans le cadre. Ensuite, j'ai utilisé la répétition des formes en utilisant en fait l'arche ici qui était reproduite de l'autre côté. J'ai également employé le principe de symétrie pour pouvoir centrer ma composition. Et ensuite, j'ai employé aussi le principe de contraste de lumière avec une zone plus sombre et une zone plus claire au centre et donc le regard qui va naturellement vers le centre de la photo. Quand on parle de contraste de lumière, c'est un élément qui fonctionne très bien aussi. Ici, c'est une photo que j'ai prise en rue et j'ai volontairement pris cette photo à contre-jour. Pourquoi ? Parce que je me trouvais dans la rue, donc derrière les gens qui sortaient du boulot et qui rentraient chez eux en direction de la gare. Et j'ai mis le soleil dans le cadre légèrement qui frôlait la surface du mur ici, ce qui a donc provoqué une zone très claire au bout. Et à ce moment-là, les passagers, eux, qui sont dans l'ombre et qui sont même à la limite légèrement bouchés. Mais donc on a tendance au niveau de la photo, de voir les premières personnes ici, parce qu'on a tendance à regarder les gens qui sont dans la photo, on a tendance à toujours essayer de trouver un visage quelque part ou une forme humaine connue, mais en même temps, à côté de ça, une fois qu'on a posé le regard sur les gens ici, on a une tendance à regarder vers la zone plus lumineuse, on passe le regard de la zone plus sombre à la zone plus claire. Et ça, c'est ce que j'ai voulu utiliser ici pour bien montrer que on suivait un parcours dans la photo, c'est-à-dire on part du travail et on rentre ici. Bon, il faut connaître un petit peu la scène pour savoir qu'il y a la gare derrière, mais c'est l'idée de voir les gens qui circulent en rue et donc de bien suivre le même mouvement que les gens dans la rue avec le regard. Un autre principe de composition que j'aime assez bien, mais qui est plus difficile à mettre en œuvre en général, c'est le principe de mettre des objets en équilibre, c'est-à-dire d'employer un objet pour contrebalancer un autre. Ici, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en relation l'éclairage public avec la lune. Bon, forcément, dans le ciel, il n'y a pas beaucoup de détails, j'étais en pleine ville, c'est dommage que j'avais pas un petit peu d'étoiles. J'ai donc ici, en bas,
vois à gauche positionné sur un point de force l'éclairage public, et en opposition j'ai la lune ici qui vient se détacher. Et en fait, si je n'avais pas mis la lune ici, simplement cette zone-ci aurait été totalement vide, et donc on aurait eu un déséquilibre dans la photo. Le fait d'avoir des objets qui s'opposent ici crée une espèce d'équilibre, on met en fait les objets en relation l'un avec l'autre. Ils n'ont pas besoin d'être forcément de la même taille, ils n'ont pas besoin forcément d'être de la même couleur, etc. Il faut juste que ces éléments contrebalancent l'un l'autre. Ici, on a un élément qui est clair sur un fond sombre, on a un élément clair sur un fond sombre, mais cet élément est quand même plus clair encore, il est plus blanc que l'autre, et donc a tendance à mieux se détacher du fond, et finalement le fait qu'il soit plus petit n'est pas plus dérangeant, d'autant plus la lune c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose que l'on connaît bien, et donc on a tendance à facilement l'identifier, et on se l'imagine toujours plus grand qu'il est. Donc ici je trouve que dans la photo, même s'il n'est pas forcément exceptionnel en soi, le principe d'équilibre entre les deux éléments fonctionne assez bien, et évite d'avoir cette partie ici qui est vide, et me permet donc de donner un sens à la composition, qui est donc de mettre en opposition l'éclairage artificiel de l'éclairage public avec l'éclairage de la lune, et donc une source de lumière naturelle. Autre principe de composition que j'aime beaucoup employer, c'est le principe de l'espace négatif. L'espace négatif est la zone de la photo dans laquelle il n'y a pas vraiment d'éléments intéressants et qui sert juste à mettre de l'espace vide dans la photo. Ici, c'est un héron que j'ai photographié au moment où il est en train de s'envoler depuis la surface du lac où j'étais. Et ici, j'ai volontairement employé donc une grande zone de l'image, très vide, de manière à lui laisser de l'espace. Mon but ici était de montrer l'envol du héron, et donc si j'avais de nouveau, un petit peu comme dans la première photo, cadré beaucoup plus serré, si j'avais essayé de cadrer beaucoup plus proche du héron en lui-même, ça aurait donné une impression de malaise. Ici, le fait d'avoir employé de l'espace négatif avec strictement rien comme élément intéressant dedans, mais dans la direction que le héron prenait, me permet de lui donner de l'espace, et donc son envol semble beaucoup plus naturel. On n'a pas l'impression qu'il va venir buter contre le bord de l'image. Donc dans ce cas-ci, l'espace négatif est très important finalement, puisque c'est les 3/4 de la photo sont strictement vides, mais ça me permet justement de donner cette impression de liberté ici au héron qui peut décoller et s'envoler là où il veut. Un élément dont on parle beaucoup moins en photographie aussi, en termes de composition, c'est le choix du cadrage. Généralement, on va préférer le format carré, le format portrait, le format paysage, mais chacun de ces formats a un avantage et vous permet de lire la photo autrement. Par exemple, ici dans cette photo, qui est donc une photo macro d'un pissenlit que j'ai pris, j'ai décidé de faire un format carré. Pourquoi ? Parce que je voulais que cette photo soit très équilibrée, je voulais donner une impression de douceur et de calme dans la photo. Le format carré est le format qui va être le plus équilibré naturellement, puisqu'il a la même hauteur et la même largeur. Et ça marche particulièrement bien quand on a un sujet qui est de type circulaire. Ici, clairement, j'ai tous les morceaux de pissenlit qui viennent concentrer vers le cœur du pissenlit et qui donnent justement cette impression de concentration vers le centre, mais en même temps avec ce flou qui est au premier plan, puisque là, au lieu de faire la mise au point sur l'extérieur du pissenlit, j'ai fait la mise au point sur le cœur du pissenlit. J'ai donc tous les petits détails qui viennent de cette espèce de petites pluches de pissenlit qui sont flous et qui font donc cette tache lumineuse, ce qui donne beaucoup de douceur à la photo. Donc ici, en fait, j'ai simplement décidé de faire un format cadré, et c'est un choix que j'avais déjà fait au moment de la prise de vue. Bon, forcément, l'appareil, lui, ne shoot pas au format carré, mais dès que j'ai un sujet qui se présente de cette manière-là, que je veux donner une impression d'équilibre et de calme à la photo, quelque chose qui va être assez reposant même d'un point de vue visuel, je vais généralement travailler sur un format carré, et même dans ce cas-ci, puisque l'objet est circulaire, le centrer totalement sur la photo, en ayant un équilibre dans les distances. Et donc avec ce format qui est très équilibré, on n'a pas l'impression que ça va partir vers la gauche, vers la droite, le regard reste vraiment posé au centre de la photo. Alors autre exemple de choix de format, c'est cette photo que j'ai prise à Strasbourg et où là j'ai fait le choix de prendre un format vertical. Alors la raison pour laquelle j'ai fait un format vertical ici, elle est double. La première, c'est parce que déjà l'église en elle-même qui est ici est très verticale. Mais ce que je voulais aussi, c'était changer un petit peu du format habituel. Généralement, les églises ou autres, on va les photographier dans leur côté un peu majestueux, oppressant. Moi, ce que je voulais ici, c'était plutôt l'employer dans la composition. Et ce qui m'intéressait, c'était de donner un petit peu un sens aux flèches de l'église. C'est-à-dire que tout est construit dans une église pour aller vers le ciel. Mais tant qu'à faire, je voulais montrer ça dans la composition. Donc ici, j'ai décidé de faire un paysage en format portrait, parce que le format portrait a tendance à nous faire regarder la photo de bas en haut. Et donc dans ce cas-ci, ça aide à donner une direction au regard du spectateur. Et dans mon choix ici, j'ai simplement décidé d'utiliser des lignes directrices. Donc j'ai les bords ici des rives de l'île qui me permettent d'arriver directement sur l'église, et puis les flèches de l'église qui continuent à mener le regard vers le haut, vers le ciel.
Donc ici, ce que j'ai voulu faire, c'est amener le regard au travers de l'eau et des rives sur l'église et monter le regard ensuite avec les flèches vers le ciel. Mais avec un format carré ou un format paysage, simplement, l'église aurait été calée entre les bords. Ici, le format portrait avec de l'espace au-dessus de l'église permet donc au regard de s'élever et de regarder plus vers les nuages. Alors dans cette photo, j'ai également employé le principe de ligne directrice parce que j'ai utilisé des lignes présentes dans l'image qui me permettent donc de faire la composition. C'est également le principe que j'ai employé dans cette photo d'escalier ici, où en fait je voulais simplement montrer le cheminement vers l'extérieur. Au moment où je suis arrivé devant cet escalier, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le fait que j'avais l'impression de devoir aller vers le haut et de devoir monter cet escalier et le parcourir. Je pense que c'était dû d'une part parce qu'il y avait une différence de contraste et de couleur entre le ciel et l'escalier, et j'aimais bien le contraste déjà entre le jaune et le bleu du ciel, mais également avec ces lignes directrices qui sont créées simplement par la structure de l'escalier en lui-même. Si d'ailleurs je les mets en évidence ici, on voit qu'on a toute une série de lignes directrices qui convergent toutes vers un point qui est en fait grosso modo le centre ici de la photo, un peu plus vers le haut, et qui donc amène le regard vers là. Et ce que je voulais montrer là, c'était vraiment le parcours dans la photo, et quand on regarde la photo, on a l'escalier, on lève un petit peu le regard et on tombe à ce moment-là sur la sortie. Alors toujours dans la catégorie des lignes directrices, ici c'est une photo que j'ai prise dans la cathédrale de Strasbourg. Donc ici j'ai choisi de la shooter en horizontal plutôt qu'en vertical parce que justement je voulais montrer autre chose que simplement le côté oppressant. Je voulais donner un côté un peu plus calme à la photo, plus paisible, et généralement le côté format paysage marche beaucoup mieux pour ça. Et pour la composition, c'est une composition assez classique dans une église ou dans une cathédrale, c'est simplement de prendre un point de vue avec une focale relativement large qui a tendance à exagérer les perspectives et donc à rendre les choses un peu moins écrasantes. Mais ce que j'ai fait donc ici, c'est simplement profiter d'un ensemble de lignes directrices qui sont présentes dans la photo. J'ai cet alignement de bancs qui m'amène vers la croix, j'ai l'alignement des lumières, j'ai l'alignement en fait de tous les points architecturaux qui convergent vers le centre et donc qui amènent au niveau de la partie sombre, au centre duquel on retrouve le vitrail et la croix qui sont plus clairs et donc qui permettent d'amener directement le regard au centre de la photo. Les lignes directrices ne doivent pas forcément être des éléments physiques dans la photo, ça peut être simplement une liaison que l'on fait naturellement. Ici, quand j'enlève un petit peu les traits que j'ai tracés, vous voyez qu'on a ces lumières qui arrivent de manière successive, elles sont positionnées à intervalles réguliers, à hauteur irrégulière, et donc indirectement ça crée une espèce de ligne dans la photo. Même chose pour les lignes que l'on trouve au-dessus, j'aurais même pu en rajouter une ici, on a vraiment la partie centrale ici qui ramène aussi. En fait tout converge vers le point. Bien sûr la manière de prendre la prise de vue a une influence là-dessus, c'est parce que j'ai positionné mon objectif de manière assez horizontale que tous ces points convergeaient vers le centre. Et donc forcément si j'avais cadré plus vers le haut ou plus vers le bas, ça n'aurait pas fait le même effet. Mais ce que je voulais ici c'était vraiment que tous les points ramènent vers le centre et vers cette croix. Un autre élément que j'aime beaucoup dans les photos pour ma composition, c'est d'utiliser les formes géométriques. Et ça marche particulièrement bien avec de l'architecture. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans une galerie à Bruxelles, la galerie Ravenstein. Et on a une architecture un peu spéciale puisqu'on a une espèce de nef circulaire avec un dôme en verre au-dessus et plein de structures métalliques suspendues circulaires. Et donc ici, je ne voulais pas montrer le bâtiment comme il est réellement, je voulais vraiment jouer avec les formes géométriques. Et c'est dans ce cas-là, j'ai essayé de cadrer en fait tous ces cercles les uns dans les autres avec une partie bien centrée. Donc j'ai quand même ici le point central de la verrière qui est centré sur la largeur de ma photo et qui fait que tous les poteaux notamment de la structure ont tendance à faire converger vers le centre. Et en même temps, on a aussi cette succession de cercles qui sont dans la photo qui ramènent tous vers ce point-là. Le but étant de jouer sur les éléments graphiques, en fait ce que je voulais faire c'était qu'on finisse avec le regard coincé un petit peu au milieu de la photo, sachant que tout le reste concentre le regard vers ça. Les cercles concentriques nous y amènent, les lignes des poteaux nous y amènent et également c'est la zone la plus lumineuse, donc on a tendance à regarder ça. C'est ça finalement l'important en photographie, c'est d'amener le regard du spectateur là où vous voulez dans votre photo. Alors autre exemple de forme géométrique, ici c'est dans une galerie qui est à Bruxelles, dans la galerie royale, où il y avait pour des festivités pour le nouvel an chinois des suspensions qui étaient mises pour décorer, et de nouveau j'ai employé exactement le même principe. Je voulais pas montrer la galerie avec ses décorations dans l'ensemble, j'ai décidé d'utiliser les formes géométriques pour faire une composition relativement abstraite mais que je trouve assez équilibrée, c'est-à-dire qu'à l'arrière-plan vous avez la verrière qui donne des lignes verticales et horizontales globalement qui sont assez neutres dans la composition puisque c'est quelque chose d'assez linéaire et d'assez plat, et en contrepartie j'ai ces éléments rouges, ces lanternes de lumière rouges qui viennent se positionner avec deux axes bien distincts qui forment une espèce de croix et qui viennent donc se démarquer du reste de la photo, et donc on a une superposition de deux canevas, un canevas avec des lignes horizontales et verticales
et un canevas avec des lignes diagonales qui viennent vraiment se détacher. Et en plus de ça ici, le bleu du ciel qui passe à travers la verrière et le rouge orangé des lanternes se détachent particulièrement bien aussi. Alors toujours pour jouer avec les formes géométriques, ici c'est simplement une grille de ventilation qui est dans un mur en briques que j'ai décidé de prendre en photo pour donner une impression de ce qu'elle n'est pas. Alors si vous regardez ça de loin ici, normalement je pense que vous devriez comme moi voir une espèce d'enveloppe, et c'est vraiment le rendu que j'ai voulu faire. Et donc de nouveau ici, j'ai décidé de jouer sur les formes géométriques pour donner un rendu différent. Donc là il n'y a pas grand chose à expliquer, les lignes sont évidentes, on a vraiment une structure métallique qui est très bien marquée, on a les lignes des briques qui sont très bien marquées. Et le fait d'avoir incliné mon appareil de 45 degrés m'a permis de créer cet angle ici, de manière à donner cette impression d'enveloppe. Après, c'est juste une question de positionnement et d'ajustement. Et donc, on peut jouer notamment sur la géométrie des objets pour créer des photos abstraites à partir d'objets du quotidien que l'on voit de tous les côtés. Alors, autre principe qui marche très bien en photographie, ce sont les répétitions d'objets, de formes et de couleurs. Ici, par exemple, c'est une photo que j'ai faite en macrophotographie sur base d'huile et d'eau. Alors, on ne représente strictement rien, c'est une photo purement abstraite, mais ce qui est particulièrement plaisant, je trouve, dans la photo, c'est justement ces répétitions de formes géométriques avec des espèces de lignes d'ailleurs cachées, on a des espèces de courbures dedans, et vous voyez qu'on a ces répétitions de formes circulaires qui sont dedans et qui rendent la photo, à mon sens, très agréable au regard. En plus de ça, les couleurs que j'avais choisies pour les faire marchent assez bien, elles sont assez douces, mais le principe général que j'ai employé ici, c'est d'avoir une photo dans laquelle il y a énormément de répétitions de formes circulaires. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette photo, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je la mets dans les liens comme d'habitude. Alors toujours dans les répétitions de motifs et de formes, mais voilà un autre exemple de photo que j'ai pris en macro. Ce sont des bonbons posés sur un miroir et donc je les ai disposés les uns derrière les autres. Vous voyez que même si un seul est net devant, en fait on retrouve bien la forme derrière. Et donc ce que j'aime ici dans la photo, c'est la répétition des formes dedans. Ça crée une espèce de motif agréable au regard. On a tendance à aimer les éléments qui se répètent. C'est un côté plaisant au regard. En plus de ça, j'ai ici la position du cadrage qui fait que j'ai un reflet qui fait encore un rappel dans l'autre sens dedans. J'aurais pu éventuellement cadrer même plus large et faire une symétrie complète, mais ici c'était pas le but, je voulais vraiment montrer ce bonbon avec les répétitions derrière. Donc vous voyez qu'on peut faire des photos assez rigolotes et assez sympas avec 2 fois rien, juste quelques bonbons posés sur un miroir et de les disposer juste de manière intéressante en créant une répétition dans les formes. Alors encore un exemple de répétition de formes et d'objets. Ici ce sont des crayons que j'avais posés les uns contre les autres, que j'avais fait tenir ensemble avec un élastique et que j'avais disposé simplement pour avoir cette répétition de toutes les formes. Ce que j'aime particulièrement dans cette photo, c'est qu'on reconnaît quand même que ce sont des formes similaires, mais qu'il n'y en a pas 2 qui sont identiques. Elles ont toutes quelque chose d'un petit peu différent. Elles sont pas tout à fait régulières, le centre, la mine du crayon n'est pas au bon endroit, la couleur n'est pas la même, certaines sont abîmées, d'autres pas. Et en plus de ça, j'avais décidé d'en enlever un dans la série pour créer une espèce de point noir. En fait, j'avais donné un titre à cette photo qui était le pixel mort. Et devinez où j'ai positionné le pixel mort, mais je l'ai positionné sur un point de force, de manière à donner un équilibre de la photo. J'aurais pu le mettre n'importe où a priori, mais ce qui donnait le mieux, c'est quand j'allais le positionner ici dans ce coin supérieur droit, à peu près sur un point de force. Vous voyez que c'est pas pile poil au bon endroit, c'est pas au millimètre près, mais c'est dans cette zone globalement ici du point de force qui est intéressante, et je trouve que ça donne un rendu assez intéressant, ça équilibre la photo. Si je l'avais positionné par exemple à la place du crayon jaune ici, ça aurait fonctionné aussi, mais certainement moins bien. Encore un autre principe très simple à mettre en œuvre et qui marche souvent très bien, c'est simplement de remplir le cadre. Remplir le cadre, ça veut dire que vous n'allez pas laisser d'espace vide à la photo. Ici, c'est une photo de nouveau que j'ai prise à Strasbourg cette année et où j'ai fait la photo d'un moulin pendant qu'il tournait en pose longue. Et je voulais justement donner ce côté un petit peu impressionnant à l'objet et donc j'ai décidé de shooter à 14 mm. Et là, je me suis positionné, je devais être à 2 ou 3 mètres grand maximum du moulin. Et donc, ça veut dire qu'au moment de la prise de vue, forcément, ça déforme énormément. Vous voyez clairement ici que le moulin est déformé dans ses perspectives, mais ça me dérange pas du tout. Mais ça m'a permis également de remplir totalement le cadre ici avec quelques objets. Puisque j'ai dû me mettre très près pour remplir le cadre, je n'ai forcément que ce lampadaire ici et le moulin en lui-même qui sont dedans. Mais quand je dis remplir le cadre, en fait je parle vraiment des proportions que l'objet prend dans le cadre. Si ici je vous montre la partie qui est couverte par le moulin, vous voyez que c'est plus de la moitié de la photo qui sont utilisées. Et donc ça veut dire que là on a vraiment rempli le cadre avec l'objet, il n'y a aucun doute, le sujet de la photo c'est le moulin. Le but de remplir le cadre avec le sujet, c'est de bien montrer que c'est lui et de ne pas laisser le regard s'en échapper. Il y a bien sûr des éléments décoratifs autour parce que je voulais donner un contexte à la photo, mais l'élément central, il n'y a aucun doute, c'est le moulin.
Autre exemple, et là un petit peu plus particulier, puisque c'est une photo que j'ai prise dans un parc animalier d'un tigre blanc, bah ici remplir le cadre prend tout son sens puisque j'ai décidé de cadrer très très près. Donc ça c'est une photo que j'ai prise à travers une vitre à 400 mm si je me trompe pas, et j'ai vraiment décidé de cadrer sur la photo. Donc j'ai attendu que le tigre blanc se déplace et qu'il vienne droit vers la vitre où je me situais, et j'ai à ce moment-là vraiment fait un cadrage très 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 serré sur sa tête, et donc forcément on donne une autre impression. Ça donne presque un côté d'intimité. Ici on a l'impression d'avoir de la douceur dans cette photo, même si on sait que c'est un animal féroce. Je trouve qu'il y a quand même vraiment un côté paisible, mais voilà, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est qu'en remplissant le cadre, on a à ce moment-là vraiment le sujet qui prend de l'ampleur, on a vraiment ce contact direct avec le sujet qui se crée, d'autant plus si c'est un animal ou un être humain. Alors dernier principe dont je voulais vous parler, c'est le principe de la symétrie. D'ailleurs, on la retrouve déjà ici dans cette photo. Vous voyez que j'ai complètement centré le sujet sur la photo, ce qui fait que forcément, comme il a deux yeux et qu'il est plus ou moins équilibré au niveau de sa morphologie, on a une symétrie qui se crée et qui est assez plaisant. La symétrie est un élément qui fonctionne très bien en photographie, mais qui souvent est difficile à mettre en place, parce que la symétrie demande d'être très rigoureux. En fait, s'il y a des éléments qui se détachent de la symétrie, généralement ça devient gênant et ça devient moins agréable au regard. Donc ici par exemple, j'ai simplement pris la photo d'une branche qui était dans l'eau et j'ai joué sur la symétrie avec son reflet. Ce qui avait attiré mon regard ici, c'est simplement que le reflet donnait une espèce de vis-à-vis à la branche normale, et moi ce qui m'est directement venu en tête à ça, c'est une espèce de tête de cerf. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi ici je vois en fait les bois du cerf avec éventuellement ses oreilles ici, les yeux et à ce moment-là son museau qui est ici ou sa bouche, et ça me donne une espèce de tête d'animal qui ressort de l'eau. C'est un petit peu comme si j'avais une photo d'une espèce d'élément un peu fantomatique qui ressortait d'un miroir ou d'une surface d'eau. C'est vraiment ça que j'ai voulu essayer de composer ici. C'est justement par l'utilisation de la symétrie que j'ai fait ça. Mais du coup, quand je fonctionne avec la symétrie, je fais attention que cette symétrie soit assumée, c'est-à-dire qu'elle soit pas faite à moitié. J'ai clairement mis ici la symétrie au niveau du milieu de la photo. Ici, la symétrie est clairement à la moitié de la photo, et donc j'ai la moitié à gauche qui fait la réponse de la moitié à droite, avec quasiment la même chose dedans. Forcément, puisqu'ici, c'est la partie avec le reflet dans l'eau, elle est légèrement déformée, mais ça, je pense que visuellement, ça marche encore assez bien. Alors, autre exemple de symétrie qui est un petit peu plus complexe ici, c'est une photo que j'ai réalisée de l'atomium ici à Bruxelles, que je n'avais d'ailleurs jamais photographié avant, parce que c'est un élément à côté duquel je passe, ou je passais du moins tellement régulièrement, que je n'avais même jamais pensé le prendre en photo. Et c'est aussi très difficile de prendre en photo un élément que tout le monde prend en photo des centaines de fois par jour. Et donc arriver à faire une photo qui se détache un peu du reste, c'est vraiment pas évident. Je sais pas si la mienne est originale, mais en tout cas j'en suis très content, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me plaisent là-dedans. Alors notamment, vous pouvez voir ici que la photo est très symétrique. Simplement parce que la forme de l'atomium en elle-même est symétrique. Donc ça veut dire que je me suis positionné au niveau du paysage de manière à être vraiment centré. Vous voyez que je suis centré sur les boules inférieures et supérieures, et également sur le pied d'appui et sur les tubes qui relient les différentes boules. Et donc j'ai également la symétrie au niveau des boules des deux côtés qui se positionnent particulièrement bien. Et je me suis aperçu ici aussi que la composition marchait d'autant mieux que j'avais la chance que l'avenue qui mène à l'atomium venait se refléter dans la boule et faisait la prolongation des pieds. J'en suis presque même à me demander si c'est pas quelque chose qui a été calculé au niveau de la construction de cet édifice, parce que c'est quand même pas si hasardeux que ça d'avoir vraiment les lignes ici des poteaux qui viennent continuer. Et donc on a cette continuité qui est assez agréable, je trouve, visuellement. Après, cette photo a également énormément d'autres éléments qui rappellent les différents points dont j'ai parlé. Notamment, on a toutes ces formes sphériques qui se répètent, on a une répétition d'éléments. On a toutes des lignes directrices qui nous permettent en fait de suivre des chemins dans la photo. Alors ici, ça tourne un petit peu en rond parce qu'on finit par ne plus savoir où regarder. Mais on a également cet escalier qui monte et qui amène à ce moment-là à la boule. On a également le contraste entre l'atomium qui est bien marqué avec des structures très nettes et le ciel derrière avec ses nuages qui est un petit peu plus terne. Et donc l'atomium s'en détache particulièrement bien. En tout cas, c'est une photo que j'aime beaucoup. Voilà donc pour quelques principes de composition que j'utilise très régulièrement dans mes photos, comme vous avez pu le voir. C'est souvent plus la combinaison de plusieurs principes qui vont permettre d'arriver à une photo. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi en termes de composition. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous ne devez pas employer la règle des tiers, vous ne devez pas employer la symétrie, vous pouvez les utiliser. Ce sont des techniques, des concepts de composition qui sont à votre disposition et pour mettre votre sujet en valeur ou pour faire passer un message dans votre scène. Donc vous pouvez même à ce moment-là
là décider de même totalement aller à l'encontre de ça. Vous pouvez très bien décider par exemple de mettre quelqu'un dans un cadre et de lui faire regarder le cadre et ne pas laisser d'espace devant son regard. Ça va juste créer un malaise, mais si maintenant c'est ce que vous voulez faire passer comme message, ça marche aussi. Vous pouvez éventuellement choisir de casser une symétrie volontairement, donc d'avoir un élément très symétrique et d'un élément qui s'en détache, parce que c'est peut-être la manière que vous aurez de donner un point de vue différent sur l'objet qui se détache. Donc de nouveau, il n'y a pas d'obligation, ce sont juste des outils. Quand j'entends parler de règles ou de lois de composition en photographie, c'est quelque chose qui m'énerve particulièrement parce que ce sont juste des outils. Il n'y a aucune obligation, c'est vous qui devez trouver le meilleur moyen pour faire passer votre message et pour mettre votre sujet en évidence. Voilà donc pour cette vidéo sur la composition, j'espère avoir été clair dans mes propos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, au compte Twitter de Déclic Numérique et à mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.